Imaginez ceci. Nous sommes à la fin des années 1960. Vous êtes au seuil d'une nouvelle décennie alors que le transport aérien réécrit déjà la manière dont le monde se connecte. Mais maintenant, des ingénieurs promettent quelque chose de presque impensable, un avion à réaction capable de vous transporter de New York à Londres en moins de 3 heures, volant à Mach 2,7, soit environ 1800 miles par heure, 2900 km par heure. C'est plus rapide qu'une balle de fusil et près de 3 fois la vitesse de la plupart des avions commerciaux encore en service aujourd'hui. Maintenant, fermez les yeux et imaginez les couvertures de magazines et les actualités filmiques, les œuvres d'art montrant un colosse étincelant au nez effilé avec des ailes qui se replient en plein vol, traînant des ondes de choc à travers l'Atlantique. C'est le Boeing 2707, la réponse des États-Unis au Concorde anglo-français et au Tu-144 soviétique. La promesse ? Non seulement les égaler, mais les surpasser tous les deux. L'ingénierie américaine, alimentée par la rivalité de la guerre froide et une ambition démesurée, était sur le point de briser toutes les limites que le public pouvait imaginer. Mais voici le rebondissement, le 2707 n'a jamais transporté un seul passager avec billet. En réalité, il n'a même jamais pris son envol. Au lieu de cela, il est devenu l'une des plus célèbres histoires de mise en garde de l'aviation, un monument à des rêves vertigineux et à des obstacles tout aussi impressionnants. Pourquoi l'avion le plus avancé au monde, avec des commandes de dizaines de compagnies aériennes et le soutien total du gouvernement américain, a-t-il fini par accumuler la poussière en maquettes de musée? Était-ce de l'arrogance, une erreur technique ou quelque chose de plus profond dans la psyché américaine qui a condamné un saut aussi audacieux? Auriez-vous confiance en un avion de 300 places traversant la stratosphère à 22 000 mètres d'altitude, soit plus du double de l'altitude des vols actuels? Restez avec moi, car cette histoire est bien plus que des plans et des délais manqués. C'est un reflet de la façon dont nous poursuivons l'avenir, parfois trop vite pour notre propre bien. En explorant l'histoire complète du Boeing 2707, demandez-vous où se situe la frontière entre vision et excès. Que se passe-t-il lorsque l'optimisme technologique d'une nation se heurte brutalement à la réalité économique, environnementale et politique? Et voici une pensée à garder en tête si le 2707 avait réussi. Nos cieux et même nos vies seraient-ils aujourd'hui radicalement différents? Ou bien son échec était-il précisément la leçon dont le monde avait besoin avant de s'élancer dans l'inconnu supersonique? Revenons au début des années 1960, une époque où la guerre froide ne se jouait pas seulement avec des missiles et des idéologies, mais avec des prouesses technologiques qui éblouissaient le monde. Les États-Unis et l'Union soviétique se livraient un combat acharné, non seulement pour l'espace, mais aussi pour les cieux eux-mêmes. Lorsque les soviétiques dévoilèrent le Tupolev Tu-144 et que la Grande-Bretagne et la France lancèrent le Concorde, une nouvelle course s'enclencha qui dominerait l'avenir du transport passager à vitesse supersonique. Le président John Fitzgerald Kennedy voyait ce qui se profilait. En 1963, sous les yeux du monde, il déclara que l'Amérique ne céderait pas le marché supersonique aux concurrents étrangers. Son appel n'était pas une simple rhétorique patriotique, c'était un ordre direct aux géants aéronautiques nationaux. Construire un avion de ligne capable de surpasser, mais aussi d'éclipser tout ce qui volait. Le gouvernement fédéral mit ses moyens financiers en jeu, lançant un vaste programme SST, transport supersonique, et invitant les meilleurs acteurs du secteur à soumettre leurs propositions. Deux titans émergèrent de cette compétition de conception, Boeing et Lockheed. Le concept de Boeing, le 2707, se démarqua immédiatement. Il promettait une vitesse de croisière impressionnante de Mach 2,7, environ 1800 miles par heure ou 2900 km par heure, une capacité de 250 à 300 passagers et une autonomie de 4000 miles, 6400 km, capable de réduire les continents à quelques heures de vol. Le plus audacieux, c'était son aile à géométrie variable, des ailes pouvant se replier vers l'arrière à vitesse supersonique, puis pivoter vers l'avant pour le décollage et l'atterrissage, optimisant la performance à chaque extrémité de la plage de vol. Il est difficile de surestimer à quel point cette perspective était électrisante. Les compagnies aériennes se précipitèrent pour passer commande. Pan Am, TWA et des dizaines d'autres, totalisant 122 avions commandés par 26 transporteurs à la fin des années 1960. Le public, encore grisé par les promesses lunaires, imaginait un monde où l'on pourrait finir son petit déjeuner à New York et siroter un expresso à Paris avant le déjeuner.
Mais dans les coulisses, les enjeux étaient encore plus élevés. Il s'agissait de bien plus que de vitesse ou de luxe. Pour Boeing et pour l'Amérique, c'était un test décisif de leadership technologique. Le savoir-faire et l'ambition américains pouvaient-ils dépasser non seulement la vitesse Mach 2 du Concorde, mais entrer dans une toute nouvelle ère? Toutefois, et alors que l'enthousiasme montait, la pression aussi. Chaque brochure imprimée fixait des attentes extrêmement élevées. Le 2707 n'était pas qu'un avion, c'était un symbole, une barrière supersonique pour une nation déterminée non seulement à rivaliser, mais à dominer. Le prochain chapitre allait montrer à quel point cette ambition pouvait devenir compliquée et coûteuse. Que faudrait-il pour transformer cette vision audacieuse en métal, en carburant et en vol? Et à quel prix ce leadership se paierait-il? Plongé dans l'esprit d'un ingénieur Boeing en 1966, crayon grattant, règles à calcul crépitant, tous convaincus qu'ils sont sur le point de redéfinir ce qui est possible. Le Boeing 2707 a commencé avec un plan audacieux, un avion commercial de 300 places, aux ailes pouvant physiquement pivoter en vol, passant d'un balayage large et porteur de 20 degrés pour le décollage et l'atterrissage à un angle très fin de 72 degrés pour fendre le ciel à Mach 2,7. Ce concept d'aile à géométrie variable n'était pas que de la science-fiction, c'était un pari calculé pour surpasser le Concorde et le TU-144 en portée, vitesse et accessibilité aux pistes. Mais alors que les plans se transformaient en matériel, la réalité a frappé. Le cœur du problème, c'était le poids. Ce pivot en titane de l'aile, destiné à supporter le stress du vol supersonique, ne cessait de grossir. En 1968, le seul mécanisme à aile pivotante pesait plus de 2000 kg, soit 4600 livres. Pour mettre cela en perspective, c'était comme transporter un Chevrolet Suburban chargé à l'intérieur de la racine de l'aile. Soudain, les garanties de performance et les projections de portée ayant séduit les compagnies aériennes ont commencé à s'effondrer. Boeing n'a pas abandonné facilement. Alors que les ingénieurs luttaient avec la masse et l'équilibre, l'équipe a pivoté, au sens propre comme au figuré, vers un dessin à aile delta fixe, donnant naissance au 2707-300. La nouvelle silhouette était spectaculaire. Une cellule de 93 mètres, 306 pieds de long, une aile triangulaire sans empennage de 55 mètres, 180 pieds d'envergure et un nez tombant distinctif pour la visibilité lors de l'approche. Le nombre de passagers chutait à 234 et chaque kilo comptait encore. Parlons moteur. Sous la queue, 4 turboréacteurs General Electric GE4 J5P attendaient, chacun produisant plus de 63 000 livres de poussée. Ils descendaient des YJ93 du XB70 Valkyrie, conçus pour propulser le 2707 au-delà de 2900 km/h et jusqu'à 22 250 mètres. Mais avec cette puissance, venait une consommation de carburant stupéfiante, près de 18 000 kg par heure en croisière. Imaginez cela, traverser l'Atlantique brûlerait plus de carburant que certaines petites villes en une semaine. Les défis structurels s'accumulaient. L'acier inoxydable et le titane composaient la plupart de la cellule pour résister aux températures à la surface approchant les 230 degrés à Mach 2,7. Les essais en soufflerie révélaient de nouveaux problèmes. Fuselage flexible, déplacement du centre de gravité et bizarreries aérodynamiques menaçant la stabilité. Chaque innovation apportait un nouveau dilemme. Pourrait-il construire une aile assez légère pour pivoter à grande vitesse? La cellule pourrait-elle survivre à la chaleur et à la pression? Les moteurs offriraient-ils la portée, pas seulement la puissance brute? À mesure que les obstacles techniques s'accumulaient, le sentiment grandissait que la promesse du 2707 de plus vite, plus haut pourrait s'éloigner. Le prochain acte révélerait combien ces rêves d'ingénierie coûteraient, non seulement en dollars, mais en crédibilité et en temps. Auriez-vous continué à miser sur l'innovation ou commencé à faire de douloureux compromis? Où tracez-vous la ligne entre rêver en grand et voler trop près du soleil? À l'aube des années 1970, le vent avait tourné et pas en faveur de Boeing. Le prix du 2707 est passé d'une estimation initiale de 1,5 milliard de dollars à plus de 4 milliards, soit l'équivalent de près de 30 milliards de dollars aujourd'hui. Chaque fois que les ingénieurs résolvaient un problème, un autre surgissait, réclamant davantage de ressources et de temps. Le gouvernement couvrait environ 75% de ses coûts, mais même les finances fédérales ont leurs limites. Pendant ce temps, les compagnies aériennes devenaient méfiantes.
La promesse d'une autonomie de 4000 miles et de 234 passagers ne cessait de diminuer à chaque nouvelle refonte. L'efficacité énergétique chutait à mesure que le poids augmentait. Piloter le 2707 à Mach 2,7 aurait-il un jour un sens économique, surtout alors que le Jumbo 747 dominait le marché avec ses coûts inférieurs et sa performance fiable. Mais le défi le plus explosif venait de l'extérieur du hangar, du public et du mouvement environnemental grandissant. Les bancs soniques n'étaient pas qu'une curiosité technique. En 1964, à Oklahoma City, la FAA a mené un test de 6 mois faisant voler quotidiennement des jets supersoniques au-dessus de la ville. Résultat, plus de 15 000 plaintes, des vitres brisées et une colère rampante. Soudain, l'idée de flotte de SST secouant les tympans à travers l'Amérique devenait impensable. Et ce n'était pas que le bruit. Les scientifiques avertissaient que les SST volant en haute altitude pouvaient éroder la couche d'ozone, augmentant potentiellement les cas de cancer de la peau. Des études préliminaires suggéraient qu'une flotte de 500 SST pourrait réduire l'ozone stratosphérique jusqu'à 16%. Les manifestants descendaient dans les rues, parfois aux côtés de légendes de l'aviation comme Charles Lindbergh, arguant que le 2707 était un symbole d'excès corporatif au détriment de l'environnement. Les auditions au Congrès devenaient des champs de bataille. Environnementalistes, économistes et dirigeants de l'industrie s'affrontaient sur le vrai coût du projet. Pendant ce temps, les politiciens commençaient à reculer. Avec le Vietnam drainant le budget et une turbulence économique à l'horizon, le 2707 paraissait moins un triomphe national qu'un luxe risqué. La couverture médiatique est passée de l'optimisme euphorique à un scepticisme acéré. L'Amérique était-elle vraiment prête à tolérer des bancs soniques résonnant au-dessus de son territoire ou à financer un avion qu'un nombre restreint seulement pourrait s'offrir? Chaque titre, chaque protestation érodait l'enthousiasme public qui avait alimenté le projet. Alors que la pression montait, l'élan autrefois irrésistible derrière le 2707 commençait à s'essouffler. Si vous aviez été au Congrès, auriez-vous persisté ou commencé à poser des questions difficiles sur les priorités et les compromis? Une brillante prouesse technique pouvait-elle surmonter une montée du doute environnemental et économique? Au début de l'année 1971, c'était écrit. Le Boeing 2707, autrefois la pièce maîtresse de l'ambition technologique américaine, faisait face à un congrès lassé par la montée vertigineuse des coûts et ébranlé par une vague d'opposition publique grandissante. En mars, le Sénat vota à 51 contre 46 pour arrêter le financement du programme SST. Quelques semaines plus tard, la Chambre des représentants suivit, mettant fin à près d'une décennie de travail par une simple suppression budgétaire. Le président Nixon qualifia cette décision de déchirante et décevante, mais la tendance politique avait changé. Les pressions économiques, les protestations environnementales et les doutes croissants signifiaient qu'il n'y aurait pas de sauvetage pour le 2707. Dans les vastes installations de Boeing à Seattle, l'ambiance passa de l'anticipation à l'incrédulité. 2 prototypes, l'un presque achevé, l'autre encore en coque, restaient silencieux sur le sol de l'usine. Des ouvriers qui avaient consacré des années au projet se retrouvèrent soudain sans emploi. 5000 licenciements frappèrent la région presque du jour au lendemain. Pour beaucoup, c'était comme si le rêve du vol supersonique américain s'était évaporé d'un seul coup de plume. Les prototypes inachevés furent laissés à prendre la poussière. L'un, une maquette grandeur nature en bois et métal, trouva finalement sa place au musée de l'aviation de Seattle, où il demeure aujourd'hui un souvenir fantomatique de ce qui aurait pu être. Les autres composants furent discrètement mis au rebut, la promesse du 2707 ne devant jamais s'envoler. Le choc s'étendit bien au-delà de Boeing. Les fournisseurs, sous-traitants et communautés entières ressentirent le coup alors que l'industrie SST prévue s'évaporait. Les licenciements massifs et ce vide soudain de confiance marquèrent un tournant, non seulement pour Boeing, mais pour l'aérospatiale américaine, une perte de dynamisme qui résonnerait durant des années. Pour beaucoup, cette annulation fut plus qu'une décision d'affaires. Ce fut un coup émotionnel porté à la vision de l'innovation américaine. Les experts et historiens répètent souvent les mots des dirigeants et ingénieurs qui qualifièrent ce jour d'annulation du plus sombre de l'histoire de Boeing.
D'autres y virent un réveil nécessaire, un signe que la technologie et l'ambition doivent finalement répondre aux réalités économiques, environnementales et politiques. Pourtant, l'héritage du 2707 est complexe. Cette fin brutale n'effaça pas les recherches et avancées réalisées. Au contraire, elle les réorienta, alimentant de nouveaux programmes de la NASA et inspirant des études ultérieures sur le transport supersonique et à grande vitesse. Pourtant, cette fin abrupte laissa une question en suspens. Le 2707 était-il simplement en avance sur son temps ou son destin annonçait-il un changement permanent dans la manière dont l'Amérique poursuivrait l'avenir du vol ? Ce qui subsiste du Boeing 2707 n'est pas seulement une maquette de musée ou une ligne dans les livres d'histoire. C'est un héritage qui influence silencieusement chaque projet aérospatial ambitieux qui a suivi. Même si le 2707 n'a jamais volé, les progrès techniques réalisés par ses ingénieurs ont eu des répercussions sur d'autres programmes. Les recherches de la NASA sur la croisière supersonique et, des décennies plus tard, les études sur le transport civil à grande vitesse se sont largement inspirées des avancées en matériaux, aérodynamique et atténuation du bruit qui avaient été mises au point pour le 2707. Les structures en titane, la dynamique des fluides computationnels et même les premières réflexions sur la conception supersonique à faible bang sont tout en partie issues de ce géant américain qui a failli exister. Mais les leçons vont bien au-delà des plans et des brevets. Le 2707 a enseigné au monde de l'aviation des vérités difficiles sur l'échelle, la durabilité et le coût de l'ambition débridée. Son histoire, en quelque sorte, a poussé l'industrie à une première prise de conscience sérieuse de l'impact environnemental, montrant que le ciel n'est pas un terrain de jeu illimité, mais un domaine partagé où le bruit, les émissions et l'économie ne peuvent être ignorés. Chaque fois qu'un projet supersonique moderne met en avant ses références écologiques ou sa promesse de faible bang, il fait écho à la leçon du 2707. Aujourd'hui, alors que des entreprises comme Boom Supersonic rêvent d'emporter des passagers au-dessus des océans à Mach 2 avec des structures composites et des moteurs optimisés par IA, ou que la NASA avec son X-59 QUE SST cherche à prouver que le vol supersonique silencieux est possible, le fantôme du 2707 plane toujours. Le rêve demeure, rapetisser le monde et franchir les barrières technologiques. Mais le défi est aussi de le faire de manière responsable, abordable et pour le plus grand nombre, pas seulement pour une élite. Alors, que retirer du 2707 ? Est-ce un monument à ce qui est possible lorsque les visionnaires osent grandement ou un avertissement sur les limites de l'innovation la plus audacieuse ? Le monde serait-il meilleur si le 2707 avait volé ou ses difficultés nous ont-elles épargné un futur de banque sonique et de prix de billets exorbitants ?